ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'avec le passage du temps, eh bien, cette déchirure, le philosophe va comprendre qu'au contraire, elle fait sa richesse. Je crois que nous n'allons pas tarder à être en ligne avec nos confrères de Judaïque FM et l'intervenante de ce matin, c'est Annie Dayan, ancienne maître de conférence à l'université de Paris 7, qui va s'exprimer ce matin et qui va évoquer la mémoire d'Albert Memmi, ce Français d'origine tunisienne qui a marqué énormément de Juifs tunisiens, mais pas que, énormément de jeunes Africains, énormément d'Européens, de par sa vision de la déchirure, de l'exil par rapport à la Tunisie. Je crois que nous sommes en ligne avec eux. Albert Memmi est décédé vendredi dernier à l'âge de 99 ans à Paris. Un grand homme à cheval sur plusieurs cultures, juives, tunisiennes et françaises. On en parle ce matin avec Annie Dayan. Bonjour à vous, Annie Dayan. Bonjour. Ancienne maître de conférence à l'université Paris 7, spécialiste des écrivains juifs de langue française. Vous avez été aussi, et c'est important, on en parlera au cours de cette interview, une des élèves d'Albert Memmi et vous avez toujours gardé avec lui un contact très étroit par la suite. Je salue aussi nos confrères du studio Keïta de Jérusalem, Cathy, Olivier, bonjour à vous. Bonjour Olivier Issambert et bonjour Annie Dayan. Annie Dayan, finalement, pour Albert Memmi, c'est le fait d'être à cheval entre ces trois cultures, juives, tunisiennes et françaises, il aura alterné tout au long de sa vie, si on a bien compris, entre richesse et souffrance. Il n'aura réellement jamais trouvé sa place. Je dirais en partie seulement. Je crois qu'en effet, comme vous le dites, cette pluralité de cultures est ce qui fait du héros de la statue de sel un homme déchiré. Vous vous rappelez peut-être de ce passage où Alexandre Mordechai Ben Ilouche, donc dans la statue de sel, rappelle que dans son nom même est inscrite la déchirure. Alexandre, en référence à, dit-il, au prestigieux Occident que ses parents admiraient, Mordechai, référence à la tradition juive, et Ben Ilouche parce qu'il est tunisien et berbère. Et en effet, la statue de sel et les premiers romans vont faire état de cette déchirure. Mais ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'avec le passage du temps, eh bien, cette déchirure, le philosophe va comprendre qu'au contraire, elle fait sa richesse. Et les derniers textes de Albert Memmi et les dernières années de sa vie sont au contraire des années extrêmement apaisées où j'ai rarement vu un itinéraire où quelqu'un part de telle déchirure, d'une telle souffrance à vivre, d'un tel sentiment d'exil où qu'il soit, et qui arrive à une sorte de sagesse du philosophe où finalement, et c'est aussi son message, le métissage, la multiplicité des cultures, la multiplicité de ses références éthiques, culturelles, eh bien c'est cela, il le comprend, qui fait à la fois sa richesse et qui fait ce qu'il est. Alors, il a été une figure emblématique, Annie Dayan, pour de nombreux juifs tunisiens qui, comme lui, ont vécu aussi cette déchirure de l'exil, comme il la nommait. Mais ce qui est assez intéressant avec ses écrits, c'est qu'il a aussi été repris par d'autres qui n'étaient pas forcément juifs. Je pense à de jeunes Africains, notamment, qui ont repris ses écrits à leur compte et qui se sont retrouvés dans ses propos. Est-ce que c'était quelque chose qui était une fierté pour lui? Absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison. La caractéristique peut-être de cet itinéraire intellectuel, c'est que on peut en suivre l'élargissement. Vous avez la statue de sel qui raconte une histoire d'oppression et de domination d'un individu, un jeune juif tunisien. Mais à partir de ce qu'il dit,
disons que ce sentiment d'oppression peut être vécu par bien d'autres. Mais ensuite, c'est théorisé. C'est-à-dire que lorsque Memmi écrit Portrait du colonisé et Portrait du colonisateur, sa description en est si précise et les concepts qu'il met à jour sont si opératoires que très vite, et c'est sa fierté, ce rapport de domination, dit-il, il peut l'appliquer et peut servir à toutes les dominations. Alors celle qu'il cite, c'est colonisé, colonisateur, le noir face au blanc, la femme face à l'homme, et finalement, et c'est le sujet de deux de ces ouvrages sociologiques, ça marche aussi pour le juif face à une société dominante, majoritaire, qui soit le persécute, mais même quand elle ne le persécute pas, l'aliène. Et c'est en ce sens que, par exemple, Portrait d'un juif ou La libération d'un juif donne comme réponse à l'oppression spécifique du juif la création de l'État d'Israël et, comme vous le disiez, est repris par toutes les minorités qui se sentent opprimées comme une sorte de moyen de libération. Et justement, Annie Dayan, quel lien Albert Memmi avait-il avec l'État d'Israël? Quel genre de rapport il entretenait? Alors je pense, si vous voulez, que là c'est double. Il y a un rapport premier qui est que pour Albert Memmi, qui a défini la condition juive comme une condition malheureuse et une condition dominée, Israël, c'est l'une des réponses à l'oppression et au malheur juif. Et en cela, le rapport à Israël est absolument fondamental. Maintenant, dans son amour pour Israël, se traduit, c'est un amour critique. C'est une solidarité critique. À mon avis, d'ailleurs, ce sont les plus fécondes. Par exemple, lorsque Albert Memmi est en Israël et qu'il prend conscience de ce qu'à l'époque on appelle la question séfarade, qui en vérité est la question d'une société, il ne va pas hésiter à prendre position extrêmement fermement face à certains propos de Golda Meir sur les juifs séfarades qui seraient sortis de grottes, où il est très ferme, presque cassant, ce qui à l'époque, disons, est assez rare. De la même manière, autant il est certain de la nécessité, de la légitimité d'Israël, autant il pense très vite qu'il faut une solution étatique pour les Palestiniens. Il n'entre pas dans le détail, mais c'est bien une solution étatique à laquelle il pense. Donc il y a à la fois cette importance centrale, l'importance de la légitimité affirmée de la solidarité, mais aussi pour lui l'importance d'une solidarité critique. Vous appelez ça solidarité féconde, c'est un très beau terme. Cathy Choukroun. Oui, juste une dernière question, Annie, parce que vous avez parlé, je reviens un petit peu en arrière sur ce que vous avez dit, des différences et qu'il a mis en exergue entre l'homme, la femme, les blancs, les noirs. Et on sait qu'il a vécu et qu'il est né dans une famille extrêmement pauvre et qu'il a ensuite accédé, grâce à ses capacités intellectuelles, notamment à l'establishment tunisien de l'époque, puisqu'il était au lycée Carnot. Est-ce qu'il a, pour lui, porté justement aussi cette différence entre les riches et les pauvres toute sa vie ou pas? Oui, je crois que c'est une blessure qui ne s'est jamais totalement cicatrisée. Et en vérité, elle ne se cicatrise jamais vraiment chez personne. Pensez au texte d'Albert Camus sur son enfance, ou au texte de Gary en Pologne. Mais il a ressenti très très fortement justement le fait que c'est en ce sens que je parlais d'exil, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé au lycée Carnot peut-être et à l'école de l'Alliance. C'est peut-être à ce moment-là qu'il a senti la différence et qu'il a senti mieux son statut d'enfant juif, pauvre, habitant dans la Hara. Parce que tant qu'il était dans la Hara,
il était dans une espèce de cocon, je dirais de matrice familiale. Et la déchirure dont vous parlez, il la ressent quand il est confronté à l'extérieur. J'irai même plus loin, c'est devenu quelqu'un de universellement connu, c'est quelqu'un qui connu et de reconnu, c'est un des grands écrivains du XXe siècle, mais il ne s'est jamais senti extrêmement à l'aise, par exemple, dans l'establishment, même intellectuel. Est-ce que vous avez donné un conseil Parfois de confidence en souriant, voilà. en disant qu'il a toujours fait extrêmement attention à être bien habillé. Il était extrêmement élégant et il voit ça comme une sorte de trace de l'enfance. Annie Dayan. Oui. Oui, allez-y, terminez. Non. Vous avez été, je l'ai dit en introduction, l'une de ses élèves. Vous avez donc toujours gardé un contact étroit avec lui par la suite. Pour terminer notre interview avec vous ce matin, j'aurais aimé savoir, en tant qu'enseignant, est-ce qu'il avait une manière de transmettre son savoir différent des autres? Alors, je vais peut-être rectifier. Je n'ai pas été son élève. J'ai été son étudiante à Paris. Il donnait un séminaire de sociologie du judaïsme dans les années 65-66. Alors déjà, vous dire que avant même qu'il n'ouvre la bouche pour enseigner, ce que cela représentait pour un étudiant à l'époque, dans une France très centralisatrice au niveau de la culture, d'aller suivre un séminaire sur le judaïsme. C'était presque miracle, c'était enthousiasmant. Ensuite, la manière d'enseigner de Memmi n'est pas différente de sa manière d'être, c'est-à-dire extrêmement attentif à la circulation de la parole, proposant une idée plutôt qu'il ne l'imposait. Et donc, son séminaire était un lieu de réflexion et de dialogue. Je crois à l'image de ce qu'il a été. Juste pour finir, Annie, je voudrais savoir si vous avez un souvenir personnel avec lui, quelque chose qu'il vous a dit, qu'il vous a conseillé de faire et qui ne vous lâche pas. Écoutez, c'est quelque chose qui n'est absolument pas intellectuel. Oui, mais c'est pas grave. C'est peut-être ça donne une image de sa bienveillance. Nous étions donc des étudiants et des non-étudiants à son séminaire qui devait se terminer vers 7h30, je crois, le soir, ce qui me donnait le temps de courir très vite pour aller au restaurant universitaire. Et à l'époque, nous vivions, pour certains étudiants, avec nos tickets de Resto U. Et puis, souvent, son séminaire débordait. Et comme il savait qu'il y avait des étudiants, eh bien, il est arrivé très souvent qu'à la sortie du séminaire, Albert Memmi m'emmène dans un café à côté du séminaire, commande un énorme sandwich et me regarde attentif le terminer. Et vous voyez, c'est quelque chose qui passe par le sentiment, par l'affection, par la bienveillance. Mais je crois que ça aussi, vraiment, c'était une partie intrinsèque d'Albert Memmi. Merci, Annie Dayan. On peut dire aujourd'hui que vous avez été une amie d'Albert Memmi? J'ai été une étudiante reconnaissante et fidèle, disons. Merci Annie Dayan pour toutes vos précisions ce matin. Merci à vous Cathy Choukroun en direct depuis le studio Kalita.